Vous pouvez lever votre main. On vous donnera la parole. Euh, les gens qui sont dont la connexion ne permet pas de suivre ce webinaire directement sur Zoom, ils peuvent poser leurs questions dans le groupe de WhatsApp et puis après on va les transmettre à Dr Kamal. Dr Kamal, Oui. là, je suis sûr. Une minute pour mettre la conférence en direct sur le groupe Facebook. Oui, OK. Puis après, on commence notre... Voilà. D'accord. Dr Kamal, vous pouvez commencer. C'est bon, c'est OK? Dr Kamal. Oui, je peux? Oui, vous pouvez commencer. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. بسلم عليكم كاملين وشاكر المجموعة، خصوصا المجموعة في الإدارة اللي قائمة على مواكبة هذه الدروس، وهي رواية مهمة اللي من خلالها يتم التبادل بين مجموعة الأطباء، المجموعة الرائدة اللي من أنشط المجموعات. نختار نتكلم لأن الهدف هو على الناس تتفاهم. نختار نتكلم مرة بالعربية خصوصا على لي ديابوزيتيف معدلين أو فرنسي، ومرة نتكلم بالفرنسية. المهم ذا كامل على أن نتفاهموا وعلى أن نعودوا نتكلموا نفس اللغة وعلى أن يخلق فهم تبادل في المعلومات. إذن je remercie tout le monde. Donc c'est une occasion pour moi de rencontrer certains de mes collègues et d'échanger avec eux. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on va parler tantôt en français, tantôt en arabe, parce que le groupe, comme vous savez, il est mixte. Il y a des médecins dans le groupe qui ont été formés dans des écoles francophones, d'autres dans des écoles arabophones. L'essentiel, c'est de se comprendre et c'est d'échanger sans exclure certains de nos collègues. Donc, on sera cool, on va échanger, donc on va parler librement et c'est ce qui est le plus important à ce que je vois la chose. Donc, juste pour corriger Dr Sidina, ce ne sont pas forcément les urgences les plus couramment rencontrées, mais ils font partie des urgences les plus couramment rencontrées en orthopédie et traumatologie. Bien sûr, tout en espérant qu'on aura une autre occasion pour parler des lésions, des plaies par exemple, les plaies et les polytraumatismes qui incluent plusieurs fractures et plusieurs lésions, les lésions du rachis. Donc, on aura d'autres occasions, mais j'ai été aidé par les collègues, certains collègues généralistes qui travaillent surtout à l'intérieur et qui ont toujours ce genre de traumatisme et surtout dans des lieux reculés où il n'y a pas de traumatologue et parfois il n'y a pas de chirurgien. Donc le problème ne se pose pas forcément à Nouakchott, bien que parfois ça se pose parce que beaucoup de nos confrères, nos collègues médecins généralistes, ils prennent la garde dans des structures hospitalières, mais aussi dans du privé. Et parfois, un traumatisme débarque et ils sont appelés à les gérer, du moins la prise en charge initiale. Donc, l'objectif ici, j'insiste, ce ne sont pas des cours magistraux. Donc, on n'est pas là pour donner un cours bien détaillé, parce que les cours, vous en avez à Google, vous avez dans les encyclopédies, dans les livres que vous avez dans le net. L'objectif ici, c'est de se mettre à la place de l'urgentiste qui se trouve dans un point reculé et qui est confronté à l'une de ces circonstances. Qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il doit comprendre et qu'est-ce qu'il doit savoir concrètement. C'est-à-dire, ce n'est pas la théorie, donc c'est tout simplement
qu'est-ce que c'est une entorse, quels sont les types des entorses, comment il faut agir, comment il faut poser le diagnostic et quels sont les premiers soins et comment les conditionner. Donc, c'est à mon sens ce qu'il faut comprendre. Valable pour les luxations et pour les fractures ouvertes. On sait aussi qu'on ne peut pas parler en une soirée de toutes les entorses, de toutes les luxations et des fractures ouvertes. Donc, c'est pour cela, pratiquement et concrètement, j'ai choisi dans chaque type le type de description le plus couramment rencontré et vice-versa. Donc, on peut par substitution comprendre, quand on comprend une entorse au niveau de la cheville, on va bien sûr comprendre une entorse au niveau du genou, ou bien une entorse au niveau du poignet, au moins les grandes notions. La luxation aussi, c'est pareil, et les fractures ouvertes. Donc voilà, donc j'ai choisi pour les entorses, l'entorse la plus fréquente qui est l'entorse de la cheville, l'entorse aiguë de la cheville. Et pour les luxations, j'ai choisi la luxation de l'épaule, la luxation antérométale, dans sa variété sous-sacromiale. Et pour les fractures ouvertes, j'ai choisi le type de description que vous connaissez tous, qui est la fracture ouverte de la jambe. Donc, sans tarder, parce que le temps, on n'a pas beaucoup de temps. Docteur Sidina, on a combien de temps? Donc, pour ne pas gaspiller le temps, je vais sauter directement sur les entorses. L'entorse aiguë de la cheville. Ça ne passe pas. OK, l'entorse aiguë de la cheville. Donc, c'est l'événement traumatique le plus fréquent en ostéo-articulaire. Et la majorité des cas est liée à une inversion. Donc, le patient, la personne est en train de marcher et le pied est tordu en inversion. Donc, comme vous voyez ici dans la photo, c'est le mécanisme le plus fréquent. Donc, par conséquent, il y aura une lésion du ligament talo-fibulaire ou bien calcanéo-fibulaire. Et c'est en fonction de l'état de ces ligaments. Est-ce que le ligament s'est étiré seulement? Est-ce qu'il y a une rupture d'un faisceau ou deux faisceaux ou trois qu'on va après classer les entorses? Pour dire que, et c'est une notion très importante, qu'il existe trois types d'entorses. L'entorse bénigne. L'entorse bénigne, dans l'entorse bénigne, il y a seulement un étirement d'un ligament. Donc, il n'y a pas de rupture, juste un étirement, élongation. C'est l'entorse bénigne. On verra après, plus tard, la symptomatologie. Dans l'entorse intermédiaire, il y a une rupture d'un faisceau. Donc, il y a une rupture. Alors que dans l'entorse grave de la cheville ou l'entorse grade 3, donc il y a au moins des ligaments qui sont rompus, parfois 3. C'est pour cela que vous allez voir qu'on va entendre le craquement, qu'il y aura un édème dans le type grave. Donc, c'est une notion très importante. Il faut différencier, il faut savoir que la gravité, la grade de l'entorse est en fonction du nombre de ligaments rompus ou non rompus. Non rompus, étirés, c'est type 1. Donc, la symptomatologie, voilà. En cas d'entorse bénigne, c'est juste une douleur, une petite douleur, une douleur modérée, parfois un petit gonflement, et l'articulation conserve la mobilité, bien que la personne, parfois, a du mal à marcher, mais quand même, il peut marcher avec une douleur, et la cheville a sa mobilité. Alors que dans l'entorse intermédiaire ou grave, pourquoi je les ai associés? Parce que c'est difficile de les différencier. On a l'habitude de dire que l'entorse grave, il y a un craquement, la douleur elle est très violente, très important, un F, et il y a une difficulté, énorme difficulté, une impotence fonctionnelle parfois absolue, une douleur immédiate. J'avais oublié que dans l'entorse bénigne, parfois,
pendant l'effort, on n'a pas du tout mal. Ce n'est que plus tard, après une période d'accalmie, que vous aurez la douleur. Ça, vous le connaissez. Ça, c'est dans l'entorse bénigne. Alors que dans l'entorse grave, c'est un craquement, c'est une douleur qui est très violente. L'intermédiaire, c'est entre les deux. Pourquoi j'ai parlé de l'entorse bénigne et après j'ai parlé de l'entorse grave. L'intermédiaire, c'est entre les deux. Ce n'est pas cette entorse qui est bénigne avec une petite douleur, mais non plus ce n'est pas l'entorse très grave. Donc, c'est une phase entre les deux. C'est vraiment, il n'y a pas de frontière, mais avec l'habitude, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, ce sont les trois stades. Parfois, avant, on disait entorse bénigne, entorse grave, parce que c'est un peu difficile de différencier entre l'intermédiaire et l'entorse grave. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Voilà. Moi, vous allez remarquer qu'on est pratique. Je suis allé de la définition. J'ai parlé des symptômes. Et là, je parle de l'imagerie. Devant cette entorse, si c'est une entorse bénigne, une petite douleur, oui. الشاشة ما هي واضحة حسب اللي Comment? الشاشة ما هي واضحة حسب الإكرام ما هو واضح حسب اللي وصلني participant. شوف كانك داير بلان كمان. Oui, داير بلان كمان. يكون أنا pourtant واضحة هذه شاشتك. Donc, je pense nous sommes en de réseau. Ok, on continue. Pour certains, il faut peut-être reposer la question. Est-ce que c'est valable pour tout le monde ou bien certains seulement? سامعين شايفين الإكران دكتور كمال؟ كلير واضح. اوكي قال لك اوكي Comment? اوكي قال لك اوكي. دونك انا فطن نسيت قلت لي انت متكلم بالزريقه. قلت على ياك ما نتخطاو هذو لي نوسيون امبورطون على سي سرا لوكازيون اوسي بور سيغتان سي سكي نون با في l'écran pour les revoir une autre fois. قلت على ما نقدروا نتكلموا على لي زانتورس كاملين ولا لي ليكساسيون كاملين ولا لي فراكتور اوفرت، غير من كل نوع منهم اخترنا لي تيب لي بلي فريكون ويعطي فكره عن الانواع الاخرى. اهم شيء في لانتورس اللي اخترنا اللي هي لانتورس ايغي دو لا شيفي، على انها هي لا بلي فريكونت وعلى الميكانيزمها على انه سيتين انفيرسيون دو بيي، معناها الكراع هنا تم حد ماشي برام كراعو. دونك يفهم حد على انها ثلاث انواع، لانتورس بيني ولانتورس غراف ولانتورس اللي بينهم انترميديار، حسب عدد لي ليغامون اللي انقطع. لين يعود ان ليغامون لا حد انه تمدد دون على ان يخلق فيه انقطاع، هذا نقولوا سي لانتورس بيني. ينعود انقطاع واحد من لي ليغامون نقولوا انتورس انترميديار. ينعود نقطعوا او موين اثنين ولا ثلاثه نقولوا انتورس غراف. من ناحيه الفحص السريري ديال لي انتورس اللي بديهيه بسيطه، اللي هي الانتورس اللي تخلق له رقاجع يعود كان ما حد حامي في الدم كاع ما يحس بشيء وراه كيتم هو حاسب ان دولار، يعني كاع ما يتفقد انه عنده التروماتيزم ولا نكراع مثلا، هو حاسب ان دولار بارفوا ان بتي غونفلمون بارفوا ما يعود فيها ان غونفلمون. دونك هي الانتورس بني ومازلنا نتكلموا على التريتمون ما هي اكبر من قدها. الانتورس غراف رصفت حساب نتكلم عن انترميدير اللي بديهيه. لانتورس غراف هي ديك لانتورس اللي تم ريغاج او كور دو ليفور اللي يسمع ذاك الكراكمون avec le traumatisme très violent et intense. Parfois يخلق plus tard ذاك l'œdème, l'échymose وتعود فهم une impotence fonctionnelle، صعوبه في الحركه. وذي الانترميدير لا بينهم ذاك المتن كامله وما هما اللي ديك لانتورس بنيه اللي خفيفه. دونك هذا هو اللي كومون لي كلاس. دونك اوني اريفي ا ليماجيري. قلنا على لين تعود لانتورس بنيه بسيطه ما فهم ضروره كاع حد يعدل الراديو، فريمون سي با انديكي يعدل حد لو تريتمون دونت اون فا بارلي ابري. alors que quand il y a par exemple une douleur importante, voilà, le patient est âgé relativement, c'est-à-dire à 50 ans, avec risque de fracture plus important, voilà, une impossibilité de marcher, surtout faire 3 ou 4 pas.
Donc, voilà une douleur osseuse. Là, il faut demander la radio. Vous voyez dans la radio ici que c'est une entorse qui est grave. Il n'y a pas de fracture, mais il y a un déplacement de l'astragale. Donc, vous voyez que l'astragale est vraiment incliné, ce qui signifie qu'il y a une rupture de vraiment tous les faisceaux et c'est une luxation carrément. Donc voilà, la radio aussi permet de voir s'il y a des lésions osseuses associées parce que parfois, surtout dans l'entorse grave, on ne peut pas distinguer sur le plan clinique entre l'entorse grave et une fracture. Sur le plan clinique, une fracture importante de la cheville. Avec l'œdème, l'ecchymose, c'est difficile de les différencier. Donc, il faut faire bien sûr la radio qui va soit nous dire c'est une entorse, mais grave, ou bien c'est une fracture. Le traitement. Désolé. Le traitement. Donc, le traitement, on dit PRAI. Certains disent price, verbe PRAI. Protection, rest, ice, elevation. اللي هو protection اللي هي la stabilisation avec une attelle مثلا نتكلموا عنها بعدين. rest اللي هي الراحة طبعا. ice اللي هو glaçage. Et elevation هو ترقاب le membre, donc la surélévation du membre. Là, on est au niveau des moyens, on n'a pas encore parlé des indications. Les béquilles sont toujours indiquées, même parfois en cas d'entorse bénigne, si la personne veut se mobiliser et en même temps sans appuyer au débit. Et l'immobilisation, elle est des règles, surtout pour les types D et les stades 3. Voilà le moyen. Vous voyez ici, là c'est un strapping. On va après parler des indications. Là c'est le strapping. Le strapping, on le fait avec des bandes élastiques adhésives. Et le principe, c'est d'avoir un support. Et d'ailleurs, c'est le principe de toute stabilisation ici. C'est d'avoir un support externe qui va aider les ligaments en externe et les mettre au repos. Là, c'est presque pareil. C'est une chevillère ligamentaire avec une ceinture autour en chiffre de 8. Et là, c'est une attelle en nuit ou coquille. Donc, c'est une attelle en nuit. Elle stabilise surtout dans le plan frontal. Et là, c'est le plâtre, la fameuse attelle plâtrée. Donc, voilà, on a toutes ces possibilités. En plus, bien sûr, le traitement médical, les antalgiques, les antiodomateurs et les autres mesures dont je viens de parler, qui sont le glaçage et la surélévation. Donc, qu'en est-il des indications? C'est simple, c'est simple. Pour les entorses bénignes, il faut juste faire un glaçage. Donc, pratiquement, on peut mettre des glaçons écrasés dans un sachet plastique et on les dépose au niveau sur la cheville. Bien sûr, il faut qu'il y ait un tissu qui les sépare et c'est répétitif. Donc, on les applique 3 minutes, 5 minutes maxi, on l'enlève et c'est à répéter. C'est à répéter, c'est à répéter. Et le traitement antalgique, anti-inflammatoire et la décharge. Et la mobilisation le plus rapidement possible pour récupérer. En général, la personne peut reprendre les activités au bout de 2 semaines, 3 semaines. Pour l'entorse de la cheville intermédiaire, bien sûr des antalgiques, glaçage. L'immobilisation ici peut se faire avec un strapping ou une attelle. Donc, avec un strapping ou une chevillère, une attelle. Donc, voilà. Par contre, quand il y a une entorse grave, là, il faut vraiment une stabilisation beaucoup plus sérieuse. Il faut une stabilisation avec une vraie attelle plâtrée, un plâtre ordinaire ou un plâtre en résine, ou carrément une botte, à condition qu'elle ne soit pas serrée. Donc, parfois, il y a certaines même qui nécessitent une intervention chirurgicale.
Mais pour l'urgentiste, il peut prescrire la chevillère, il peut, s'il est bien entraîné. Maintenant, avec le YouTube, vous pouvez voir. D'ailleurs, j'aurai l'occasion tout à l'heure de vous montrer quelques vidéos. Pas apprendre à faire un bon strapping et même à faire une attelle, surtout s'il la voit et s'il aura l'occasion de faire un passage dans un service où on fait le plâtre. Donc, il peut apprendre à faire une attelle. C'est facile. Je vous mets ici un lien qui vous permet de voir comment faire une attelle plâtrée. Et si on aura un peu de temps, je vais vous le montrer en fin de cette présentation, Inch'Allah. Voilà, au total, j'en ai fini. Au total, pour les entorses, il faut savoir les classer. Au moins en entorse bénigne et entorse grave. Si on n'est pas capable de dire entorse intermédiaire, de la distinguer, on doit être en mesure quand même de dire voilà, ça c'est une entorse bénigne et ça c'est une entorse grave ou intermédiaire. Le traitement, c'est l'immobilisation, le repos, le glaçage, l'élévation. Et plus que l'entorse est grave, plus qu'elle nécessite une immobilisation plâtrée. Vaut mieux le faire par excès que ne pas le faire. Mais retenez que quand on immobilise par un plâtre, il faut une anticoagulation. Ça, il ne fallait pas que j'oublie parce que quand on met un plâtre, surtout pour une personne adulte, surtout chez les femmes, surtout quand il y a des facteurs de risque, il faut donner un anticoagulant. Idéalement, l'héparine à bas poids moléculaire. Donc, l'anticoagulation, il ne faut pas l'oublier. Donc, Sidine, j'en ai fini avec les entorses. On va passer aux luxations traumatiques de l'épaule. On marque une pause, on ouvre le débat ou bien on continue? Sidina? Docteur, Docteur Kamal. Oui. Je pense qu'on continue. Puis après, on prend des questions à la fin. Ok, ça marche. La luxation traumatique de l'épaule. Voilà. Celle-là aussi, je l'ai choisie parce que, d'ailleurs, à ma place, vous allez aussi la choisir parce que c'est la luxation la plus fréquente. Je ne reviens pas à la définition que vous maîtrisez tous, la perte totale permanente des rapports entre la tête humérale et la cavité glénoïde. C'est la plus fréquente. Le diagnostic est facile, clinique, confirmé par la radiologie. Donc, c'est une urgence thérapeutique. Donc, voilà. Je n'insiste pas aussi sur la clinique parce que vous la connaissez, surtout le type de description qui est la luxation antéro-interne dans sa variété sous-coracoïdienne, non compliquée, parce qu'il y a des luxations compliquées. Donc, l'interrogatoire est très importante. Donc, parce que ça permet de préciser les circonstances de l'accident, l'heure et la date de l'accident, parce qu'il faut la réduire le plus rapidement possible dans les 6 heures. Le mécanisme, est-ce que c'est direct, est-ce que c'est indirect? Les symptômes, bien sûr. Le nombre d'épisodes, parce que ça peut être une luxation inaugurale, comme ça peut être une luxation récidivante, donc qui revient, qui part, qui revient. Donc, c'est important. L'examen physique et comparatif, c'est les signes que vous connaissez, je ne reviens pas, l'attitude de sol, signe de l'épaulette, coudage, le comblement de sillon deltopectoral, la palpation, qui retrouve la vacuité de la glène et l'abduction irréductible, donc signe divergé. Mais le plus important ici qu'il faut faire, c'est la recherche des complications. En fin de l'examen physique, il faut rechercher les complications. Donc, beaucoup de gens, quand ils reçoivent la luxation, leur souci, c'est de comment... Déjà, ils sont stressés et leur souci, c'est comment réduire. Avant de réduire, et c'est médico-légal, c'est humain, il faut rechercher une complication.
C'est simple aussi. Il faut palper le pouls, voir est-ce que le pouls passe. Il faut voir la mobilité des doigts, la sensibilité du moignon de l'épaule, la sensibilité des territoires que vous connaissez. Il faut rechercher aussi, surtout en fonction du mécanisme. Quand le mécanisme est violent, il faut rechercher aussi des complications. Il faut prendre l'attention, donc rechercher d'autres complications. Donc, s'il y a quelque chose à retenir ici, c'est facile de poser le diagnostic clinique d'indexation, mais les gens sont souvent pressés et ils oublient cette phase qui est très importante, qui est la recherche des complications. Avant la réduction, mais aussi après la réduction, parce qu'il y a des complications qui peuvent survenir avant votre geste, mais aussi votre geste peut être iatrogène et vous causer des complications qu'il faut aussi guetter et rechercher. D'accord, il faut bien sûr faire la radio, et d'ailleurs c'est médico-légal. Combien des gens, et ça vous serez confrontés à ça si ça n'a jamais été le cas, beaucoup de gens qui vont venir et qui vont vous dire, voilà, nous avons une luxation de l'épaule. Lui-même, si c'est récidivante, il pose le diagnostic. Les infirmières posent le diagnostic. Ils vont déjà vous dire, oui, ce patient, il a une luxation. Et ils vont vouloir vous forcer à réduire la luxation avant de faire la radio. Et il ne faut jamais l'accepter. C'est médico-légal. Même si c'est la 10e fois, 100e fois, il peut y avoir cette fois-ci une fracture. Et le jour où vous allez essayer de réduire, et c'est irréductible, et vous faites la radio après, et vous tombez sur une fracture, c'est médico-légal. Il peut dire que c'est vous qui avez causé sa fracture. Donc, il faut toujours refuser de réduire la luxation avant de passer la radio. Donc, la radio, c'est médico-légal. Ça confirme bien sûr le diagnostic, ça permet de montrer la variété anatomique, mais aussi ça permet de diagnostiquer des lésions associées, surtout des lésions osseuses. Ici, vous voyez que la glène est là et que la tête est passée en avant. C'est vrai que dans une seule incidence, on ne peut pas dire que c'est devant, c'est en avant, c'est en arrière, mais là, je vous garantis c'est en avant. Mais surtout, il faut faire il faut faire les deux incidences. Il faut faire la face, le profil axillaire et parfois même le profil transthoracique. Donc, la radio incontournable à retenir. الشيء على بدا منهم باللي تشخيص عوض بديهي، تشخيص سريري. يجيكم كاع المريض بنفسه يقول لكم انه عنده انكساسيون، غير ابدا ما الله تقبلوا انكم تعدلوا لا ريدكسيون ما تعدلوا لا راديو. لا راديو تاكد التشخيص واهميتها الاخرى على انها تنعت ياك ما فهم فراكتشر. لين تعدلوها تعدلوا لا ريدكسيون تقلبكم ورا ذاك تعدلوا لا راديو يفهم فراكتشر ما تعرفوا اذا كانت سابقه انتم تريدويزوها والله فوتر مانيفر انتم هي اللي ودات لا فراكتشر. دونك سي ميديكو ليغال il faut le faire. Le traitement, bien sûr, c'est évident, c'est la réduction. C'est une luxation, il faut la réduire. Et après, la contention. Et si vous aurez le temps, si vous ne l'envoyez pas en ville, et il faut après la rééducation. La réduction. Je sais qu'ici, vous allez poser la grande question, comment on réduit? Comment on réduit? Moi, en tant qu'orthopédiste, plusieurs fois, on me pose la question, quelle est votre technique? Quelle est votre technique de réduction? Et honnêtement, je n'ai pas une technique. Honnêtement, on dit qu'il y a les techniques dans la littérature, mais que chaque traumatologue a sa propre technique. Genre, il suffit de comprendre le principe. Il suffit de comprendre le principe. Donc, il y a plusieurs techniques, et d'ailleurs, je vais vous partager, comme tout à l'heure avec la tête, je vais partager avec vous à la fin, je vais partager avec vous une vidéo qui, d'ailleurs, si vous avez le temps après, le lien est là, qui va vous montrer les différents types, les différentes techniques. Et vous les avez aussi dans la littérature. Mais le plus important, je vous garantis, le plus important, c'est de rassurer le malade. Si vous rassurez le malade, si vous le calmez, commencez par vous calmer vous-même. Et vous calmez le malade, vous le rassurez, et je vous garantis que c'est 90% de la réduction. Si le malade est bien rassuré,
vous lui administrez une voie veineuse. Il ne faut pas oublier, comme j'ai dit, on parle des choses pratiques. Il ne faut pas oublier la voie veineuse, parce que si jamais il fait un choc vagal ou bien il fait un choc, vous n'avez pas une voie, vous aurez toutes les difficultés après pour mettre une voie. Donc, mettre une voie veineuse et rassurer le malade, vous avez le temps. Mettez un antalgique. Certains mettent du Valium, du Lié, mais je ne le conseille pas dans l'immédiat. Parce que parfois, si vous n'avez pas un anesthésiste à côté, s'il fait des troubles respiratoires, ce n'est pas bien conseillé. Donc, ça, c'est secondairement. Donc, si vous calmez le patient, vous lui dites que c'est lui qui réduit. Moi, d'habitude, je leur dis comme ça. Je leur dis, c'est vous qui allez réduire votre luxation. En faisant quoi? En relâchant votre corps. Si vous arrivez à le convaincre à relâcher son corps et à respirer calmement et profondément, et vous prenez votre temps. Certains, vous croyez que c'est la bagarre. Et ils donnent l'ordre à ses infirmières de tenir le patient, ils tirent à gauche. Ça, vous n'allez jamais réduire comme ça. Au contraire, vous allez créer des complications, soit des fractures ou bien des lésions vasculaires ou neurologiques. Donc non, take it easy. Ça se fait tellement facilement. هاي نقطة مهمة عندي نأكدها على إن إياك حد يعدل الريدكسيون ما هي متعلقة بلا تكنيك، لا تكنيك كلها عنده تكنيك بس خلينا نتكلم عنها. Ok, docteur Kamal, on est déjà à 40, 30 minutes. D'accord. Donc, juste je fais passer le message Billy, c'est important. Et je passe. la réduction متعلقة بأن المريض يتعاون مع الطبيب. يطلبوا على انه يرخي لحمه يهدوا يديروا une voie veineuse ويكلمي. En général, avec la coopération du patient, il est يرخي لحمه ou vous tirez doucement et vous appliquez n'importe quelle technique que vous connaissez. En général, la luxation, l'articulation revient à sa place. Après la réduction, il faut bien sûr contrôler l'articulation, soit par une écharpe ou un maillot clinique. Et si c'est inaugural, il faut la contenir et garder pendant 21 jours. Voilà, au total, il faut savoir reconnaître une luxation et surtout, il faut rechercher des complications avant et après la réduction. La réduction, ça consiste à rassurer le patient et à ce qu'il soit bien relâché et à ce que vous aussi, praticien, à ce que vous soyez bien relax. Et après, il faut faire la contention. On passe aux fractures ouvertes de la jambe, si Sidina nous permet. Oui, d'abord. Les fractures ouvertes de la jambe, c'est la plus fréquente des fractures ouvertes des olons. Bien sûr, c'est la gravité liée en plus aux pertes sanguines, liées surtout au risque infectieux majeur. C'est une urgence médico-chirurgicale. Là, je vous garantis ici, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, que le plus important, c'est l'examen clinique. C'est incontournable. Toute la prise en charge initiale, toute la prise en charge même tardive est basée sur l'examen clinique. Et l'examen clinique permet de ressortir des éléments très importants. L'interrogatoire précise les types de mécanismes. Mes amis, je vous garantis, un mécanisme à basse énergie et un mécanisme à haute énergie, ça donne des choses différentes. Un patient qui était en train de jouer, par exemple, et il s'est tordu les pieds ou bien il a reçu un choc direct sur la jambe, c'est différent d'un patient qui a été victime d'un accident de la voie publique très violent. L'énergie n'est pas la même. Donc, la communication, le degré de l'énergie est vraiment déterminant du type de la lésion. Aussi la lésion osseuse que la lésion cutanée. Parce qu'avec l'effet blast, le choc sur le membre, donc ça fait des nécroses cutanées, des nécroses musculaires, des lésions vasculaires. Donc c'est important de poser une question très simple. L'accident, comment s'est passé? Il ne faut jamais oublier cette question.
Si vous recevez un patient qui a été victime d'un accident de la voie publique et dans le même véhicule, il y a eu un décès ou des décès, c'est grave. En dehors même de la fracture ouverte, vous devrez, comme vous savez, rechercher d'autres lésions, type lésions thoraciques, lésions viscérales, qui passent malheureusement aussi souvent inaperçues. Donc, l'énergie de l'accident, c'est important. Il faut aussi rechercher des circonstances particulières. Quelqu'un qui a fait une fracture ouverte dans un champ agricole, là où il y a beaucoup de germes, c'est différent, car la contamination n'est pas la même. L'âge, c'est déterminant. Des antécédents aussi. Quelqu'un qui a eu des antécédents vasculaires, il est beaucoup plus exposé à des risques d'amputation que quelqu'un qui est en bonne santé vasculaire. Le bilan clinique, comme tout à l'heure dans la luxation, ça permet de rechercher en plus des lésions, surtout les complications. Donc, il faut réaliser avec moi, si déjà on peut conclure que l'examen clinique est incontournable, on ne peut pas s'en passer. Donc, il faut rechercher le pouls tibial postérieur et la motricité et la sensibilité. Et n'oubliez pas parfois, aussi, vous qui recevez le patient, la première fois de prendre des photos numériques. C'est très utile. Et même après, si le patient voyage pour aller voir un spécialiste, vous pouvez communiquer avec le spécialiste avec des photos parce que parfois les lésions cutanées sont dynamiques. Aujourd'hui, la lésion il est comme ça. Dans 2 jours, il y a une chute d'escar et la lésion elle est différente. Ça permet d'avoir une idée sur l'évolution des plis. Le bilan radiographique, c'est important. Comme vous savez, il faut faire une radio des incidences, face, profil. Il faut faire l'articulation 6 et sous-jacente. Parfois, il y a des lésions au niveau du genou, des lésions au niveau de la cheville. Si vous ne faites pas la radio des articulations 6 et sous-jacentes, vous le savez, et je le répète. Ça, la fracture, comme vous savez, ça permet de montrer le siège, le type, le déplacement, les lésions associées, les corps étrangers. Ça, c'est la répétition. À terme de cet examen, on peut faire une classification. Je passe la littérature. Donc là, c'est la classification que vous connaissez, la classification Cauchois et Park. Le type 1, c'est une lésion punctiforme, une petite lésion cutanée. Et là, même on ne la classe pas dans les fractures ouvertes, parce que quand une lésion punctiforme, vous nettoyez, vous mettez un antiseptique, vous donnez des antibiotiques, on peut la soigner comme une fracture fermée. On la considère comme une fracture fermée. Le type D, c'est une lésion cutanée plus ou moins importante, mais avec possibilité de fermeture. Il n'y a pas de perte de substance cutanée. Le type 3 de Cauchois, il y a une perte de substance, c'est-à-dire ce n'est pas suturable. Là, dans le type D, c'est suturable parfois avec tension. Alors que dans le type 3, c'est vraiment une perte de substance cutanée. Le problème de la classification de Cauchois, c'est que le type 3 n'est pas bien détaillé. Donc là, on ne sait pas avec cette perte de substance, est-ce qu'il y a une lésion vasculaire. Il classe tous les types 3. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a apporté Guistillot. Guistillot, il a apporté dans la classification le type 3, il a détaillé un type 3A, type 3B, type 3C. Le type 3C que vous connaissez, c'est quand il y a des lésions vasculaires. On n'arrive pas à palper le pouls et déjà, même vous voyez l'écrasement sur l'axe vasculaire. Le type D, le pouls passe, mais avec un dépériostage important. Et le type 3B, je veux dire. La prise en charge initiale. La prise en charge initiale, c'est important. Première chose, vous qui êtes aux urgences, une fracture ouverte, c'est l'une des pathologies ou bien des circonstances qui nécessitent une antibioprophylaxie. Et d'ailleurs, cette antibiothérapie, elle est plus curative que prophylactique. Donc, en général, on donne l'amoxicilline avec l'acide clavulanique, plus ou moins des aminoglycosides, surtout quand l'exposition, quand on a cette notion de contamination. Il y a toujours une contamination. Mais quand on a cette notion de contamination dans un champ, avec dans de l'eau, et donc là, on peut associer des antibiotiques. En cas d'allergie, on peut donner d'autres antibiotiques. La durée est au moins minimum 48 heures. Bien sûr, au-delà, il doit être évacué, bien sûr. Et l'antibiothérapie sera adaptée.
Deuxième chose, c'est la prophylaxie antitétanique. Il faut mettre le SAT-VAT. À moins qu'il y a 5 ans, moins de 5 ans, qu'on lui avait administré des SAT-VAT. Malheureusement, c'est souvent en rupture, malheureusement. Il faut prévenir la maladie thromboembolique. Ça, c'est aussi obligatoire. Obligatoire. Donc, là, c'est important. Ici, je ne vais pas parler des choses évidentes. Bon, si c'est évident, je le répète. Mettre la voie veineuse, double voie veineuse, la prise de tension, les bilans sanguins, ça, c'est évident, évident, évident. L'urgentiste, il peut faire un lavage. Et là, c'est important. Ça a été prouvé. Beaucoup d'auteurs ont prouvé que quand on fait un lavage, je ne parle pas de parage. Le parage, je vais en parler après. Le lavage, le premier lavage, c'est très important. Et un lavage avec des solutés, sérum salé, un lavage important, bien que c'est doux, et vous appliquez un pansement antiseptique. Ça diminue de façon très considérable la contamination. S'il y a un chirurgien, il peut faire un parage. Il peut faire un parage. Le parage, différence avec le lavage, le parage, c'est d'emporter le tissu nécrotique. Et si on n'est pas traumatologue, orthopédiste, il ne faut pas aller loin. Mais quand même, ce qui est visible, il faut laver, mettre un pansement. Voilà. Le traitement orthopédique, j'en parle ici parce que il faut mettre, surtout si on veut évacuer le patient après, il faut immobiliser le membre. Il faut savoir, quand on est urgentiste, il faut savoir mettre en place cryopédie. Et je vais, si j'aurai l'occasion après, je vais montrer une vidéo qui le montre. Et sinon, vous avez le lien ici. Vous avez le lien que vous pouvez vous-même regarder. Je vous ai choisi des bons liens, des liens qui vraiment qui l'expliquent. Donc, savoir mettre un plâtre cryopédié, pas un plâtre circulaire, mais une attelle. Bien que orthopédiquement, surtout dans le type 1, on peut faire un traitement orthopédique d'emblée, avec bien sûr ça se fait. Pas le meilleur, mais surtout quand il n'y a pas beaucoup de fractures en traitement orthopédique. Le traitement chirurgical, je n'insiste pas parce que l'urgentiste n'est pas confronté à ça, mais quand même, on ne peut pas parler de fractures ouvertes sans le rappeler que les fixateurs externes ont leur place, surtout qu'ils permettent une fixation tout en permettant les soins de la plaie. L'ostéosynthèse à foyer fermé, c'est faisable. Dans le type 1, c'est la routine. Dans le type D, certaines écoles, il n'y a pas de consensus. Certaines écoles le font et ça a donné des bons résultats. Ultérieurement, la mode couverture, mais ça c'est les spécialistes qui vont le faire. L'amputation traumatique, elle est discutable, surtout quand il y a un vrai écrasement du membre, un vrai type 3C, un vrai écrasement, ça c'est l'amputation. Le chirurgien classique peut le faire, surtout parfois c'est de sauvetage quand le malade saigne beaucoup. Mais quand la lésion vasculaire n'est pas évidente, il faut faire le lavage et il faut l'évacuer. Et ce n'est qu'après un staff multidisciplinaire avec le vasculaire qu'on décidera le sort du membre. Au total, le plus important, c'est de faire une évaluation correcte, basée sur un examen clinique bien mené et une radiographie complète. Je dis complète parce qu'il faut faire les incidences, il faut faire l'articulation sous-jacente. La prise en charge initiale, c'est l'antibiothérapie, l'anticoagulation, les pansements antiseptiques et immobilisation. Mais surtout, le contexte aussi, la voie veineuse, prévenir et traiter un choc, un collapsis. Et je vous remercie. Si j'ai l'occasion, je peux montrer quelques vidéos avec commentaires. Nous avons 5 minutes. 5 minutes. Bon, tant mieux. Donc, je vais parler des 3 choses importantes. Pour l'entorse, le premier thème, l'entorse de la cheville, je vais montrer comment faire l'attelle. Donc, ici, on ne va pas voir toute la vidéo, mais je vais juste commenter les phases les plus importantes. Pour faire une attelle, ça c'est un cas d'entorse, même valable pour certaines fractures.
Donc, on met le jersey. Le jersey, c'est la bande tubulée. Il faut l'arrêter à ce niveau. Il ne faut pas dépasser la tête du péroné parce que si on l'arrête à ce niveau, ça risque de créer après une lésion du nerf sciatique poplité externe. Après le jersey, on met le coton. Ce qu'il est en train d'enrouler, c'est le coton. Et après, on prend les bandes plâtrées. C'est les biplatrix communément. C'est plié. Vous aurez l'occasion, vous avez les liens. Vous aurez l'occasion de le voir avec détail. Ça, juste, j'explique les phases les plus importantes. Il trempe le plâtre et il met, comme vous voyez ici, des bandes plâtrées mouillées à côté. Ça, c'est une très bonne technique. J'ai choisi cette vidéo parce que souvent, la latelle se défait. Quand on ne met pas ces bandes en latéral en nu, la telle aura tendance à se défaire en extension. Donc, c'est une très bonne technique ce qu'il est en train de faire, c'est intelligent. Ce n'est qu'après qu'il va mettre une en postérieur. Il va après la déplier, comme vous voyez ici, et c'est fini, bien sûr, après qu'il va mettre la bande autour. Là, il met la bande autour et là, c'est une bonne attelle. Donc là, c'est l'attelle plâtrée. Voilà. Là, c'est, comme je viens de parler de l'attelle, si tu me permets. Attends. On a 2 minutes, puis on va passer. Ok, sois patient, c'est presque fini. C'est presque fini. Voilà. Là, je montre l'attelle. Je montre l'attelle chiropédienne. C'est pareil, il met le jersey, sauf que c'est plus long. Et après, il met le soft-band, le coton. Et après, la bande plâtrée en dessous. En dessous, ça c'est très important. Ça, c'est très utile en cas de fracture genou, jambe, même fracture ouverte après le pansement. Il met le plâtre et il met la bande. Là, je parle de la réduction de la luxation. Donc, ça c'est ancien. Vraiment, c'est barbare. Mettre le pied, ça c'est truc. Donc, il y a plusieurs techniques, comme je l'ai dit tout à l'heure. La technique la plus fréquente, voilà, vous voyez, cette technique est très jolie. Moi, je la pratique souvent. La technique de la rotation externe. Donc, vous voyez, le patient, il est calmé, il est soulagé. Là, il tire. Là, il tire. C'est une traction, rotation externe. Traction, rotation externe. Et tac, le malade revient en rotation interne. C'est un peu proche de la technique de Kocher, mais on l'appelle la technique de la rotation externe. Donc, je répète. Donc, traction, voilà. Donc, vous aurez l'occasion. En tout cas, vous avez les liens. Ici, dans ces liens, il parle de toutes les techniques. Il parle de toutes les techniques. Voilà. Voilà, J'en ai fini. Je pense on a passé en revue les points les plus importants. Donc, voilà, le reste. D'accord. Donc, merci beaucoup, Dr. Kamel, pour cette présentation très intéressante et surtout ces vidéos démonstratives. On va ouvrir donc, la discussion si vous avez des questions. Je rappelle que vous pouvez demander la parole, donc, ou bien, si vous voulez écrire vos questions, vous pouvez l'écrire dans l'espace discussion. Il y a une seule question qui demande est-ce que c'est possible d'avoir les slides de PowerPoint. Bien sûr, on va les. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, vous l'aurez. Il n'y a pas d'autres questions. Si quelqu'un veut contribuer, un commentaire, il peut lever la main. الشيء الأورثوبيدي يبان ما عنده ما شاء الله الناس ما شاء الله ما عنده زي questions.
Euh, bon, si vous voulez ajouter quelque chose, on a déjà encore 9 minutes. C'est bon. Dans ces cas, j'aurai l'occasion de bien revoir les techniques de réduction. Vraiment, c'est bien clair, c'est bien détaillé, donc c'est bien compris. C'est bien clair ou bien on envoie juste à l'orthopédiste. C'est un traumatisme. Appelez le traumatologue. Il y a certains coins, hein, il n'y a pas d'orthopédiste. Et pour envoyer un malade, Ouais. Cette technique, c'est la technique de Milch. Moi, je l'aime bien. Le plus important, pourquoi je reviens sur cette question de réduction? Parce que beaucoup d'urgentistes, ça leur pose problème. Et moi, je suis de l'école, j'avais un maître qui avait la conviction que le médecin généraliste, que les urgentistes doivent être en mesure de réduire une luxation correctement, de faire un plâtre, de soigner des entorses, de soigner des fractures même fermées. Et il a mené une bataille pour ça, parce qu'il disait à chaque fois que certains orthopédistes refusaient ça, parce qu'ils voulaient s'accaparer de ça. Ça, c'est notre truc, ça, c'est nous, quoi. Donc, surtout ceux qui sont dans le privé, j'en fais partie, mais moi, j'appartiens à cette logique. Donc, mais il leur disait toujours, c'est le professeur Habibsi, il leur disait toujours que quand un orthopédiste, un traumatologue ne se distingue que par une réduction d'une luxation ou un traitement d'une entorse, que vraiment il n'a rien à faire, quoi. Donc, surtout dans des pays comme les nôtres, où les gens sont débordés, les spécialistes, donc ils n'ont pas le temps d'avoir cet engorgement, surtout au niveau des urgences. Beaucoup de choses, beaucoup de gestes doivent être pratiqués par un médecin généraliste, surtout les urgentistes. Ça ne veut pas dire l'anarchie, ça ne veut pas dire que n'importe qui peut faire n'importe quel geste avec des complications parce qu'on finit c'est médico-légal, mais ça veut dire qu'il faut l'apprendre et que vraiment c'est facile, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il suffit de faire un passage à côté des orthopédistes, des traumatologues, se documenter et c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Donc c'est dommage que nous parfois, combien de fois j'ai vu une radio ou bien j'ai mis un plâtre pour un enfant qu'on n'a pas réduit exprès parce que chez les enfants pour les fractures du féminin et on ne s'acharne pas sur la réduction parce qu'on sait que les enfants ils ont après cette capacité de faire le remodelage et qu'après notre surprise c'est que le patient revient il dit un médecin m'a vu il m'a dit que c'est pas bien réduit. Mais je comprends immédiatement que ce médecin n'a jamais fait un passage en orthopédie parce que ce genre de fracture, on ne cherche pas à les réduire. Donc, si c'était une fracture articulaire, on cherche à la réduire, mais une fracture diaphysaire chez un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, ça, on ne cherche pas à réduire. Donc, pour dire qu'il faut parfois faire aussi un passage qui nous donne quelques notions. On peut distinguer après ce qui est traité orthopédiquement, que tout médecin peut le faire, surtout dans des endroits reculés, surtout quand le patient n'a pas les moyens pour se déplacer. Et voilà. D'accord. Surtout dans un pays vaste comme le nôtre. On a une question de la part de Dr Fatimatou Nejib. Quel est le traitement de l'entorse après récidive?
Donc, merci beaucoup, docteur Fatimetou. C'était pas l'objectif parce que quand c'est récidivant, ça devient des sorts des spécialistes. L'objectif, c'est l'entorse aiguë. Quand c'est récidivant, vraiment récidivant, c'est la kinésithérapie. C'est la kinésithérapie qui est privilégiée. Donc, avec la proprioception, parce que la proprioception, comme vous savez, comme vous avez étudié en anatomie, il y a le physio qui est là, qui est abîmé et qui ne capte plus, on n'a plus cette capacité de reconnaître quand le membre est déformé. Donc, du coup, notre pied est tordu sans que nous, on s'en rende compte. Donc, il faut récupérer la proprioception. Mais si ça devient récidivant malgré une bonne kiné, parfois on a recours à un traitement chirurgical. D'accord. Il y a une question qui vient du groupe WhatsApp. Docteur Sedina, la gestion de la douleur, la première question. La deuxième question, les élèves fréquentent de la prise en charge des fractures ouvertes chez l'enfant. D'accord. Si j'ai bien compris, antalgique, c'est les antalgiques. Je ne vous apprends pas les antalgiques. Donc, les antalgiques, les anti-inflammatoires, parfois les anti-œdémateux. Moi, j'ai l'habitude, quand je donne un anti-œdémateux, je donne le Maxilaz. Je ne fais pas la publicité, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Mais quand je le donne, je suis obligé de dire aux patients que je sais que ça se donne quand la gorge est gonflée. Parce que si je ne lui dis pas ça, il va à la pharmacie, il va lui dire, le médecin, il s'est trompé. Peut-être il n'était pas concentré, il t'a donné un traitement pour la gorge. Alors que je lui dis, je sais bien que cette fois-ci, je ne te le donne pas pour la gorge, mais pour les pieds. Parce que c'est un anti-œdémateux. Donc, on peut donner un anti-œdémateux, un anti-inflammatoire, si le patient peut le prendre. Et le glaçage, la surélévation, l'immobilisation, tout ça, c'est la gestion de la douleur. Quand on immobilise, on a géré en quelque sorte la douleur. Je vous assure, si ce n'est pas bien immobilisé, ça fait tellement mal. Donc, tout ça, c'est la gestion de la douleur. La deuxième question, les erreurs la plus fréquente, de la prise en charge des fractures de l'enfant. Les fractures ouvertes chez les enfants. Les erreurs les plus fréquentes de la prise en charge. Non, chez les enfants, c'est quand on plâtre un plâtre trop serré, c'est la bêtise la plus fréquente. Quand on fait un plâtre trop serré, ça risque le syndrome de Loge. Si c'est un membre supérieur, syndrome de Loge, et secondairement Volkmann, et membre inférieur. Donc, si on fait un plâtre, c'est pour cela que je dis, bien que c'est un geste, il y a beaucoup de vidéos, mais il faut savoir le faire correctement. Il ne faut pas que ça soit trop serré et il faut une surveillance. Il faut une surveillance vraiment qui est exigeante, surveillance du plâtre après le geste. D'accord. Il y avait quelqu'un qui voulait parler. Apparemment, il n'est plus là. Donc, on est à la fin. Docteur Kamel, merci beaucoup pour votre présentation claire et intéressante. Je rappelle que ce webinaire, cette vidéo sera disponible sur YouTube et que les slides seront publiés sur le groupe WhatsApp. Donc, docteur Kamel, si vous avez un dernier mot. Un dernier mot. Oui, je remercie les collègues qui étaient ici présents avec nous. Et je leur dis, même en dehors de ça, que la chose la plus importante, c'est la communication. Il faut qu'on communique entre nous. N'hésitez pas à appeler, que ce soit moi, que ce soit l'un des collègues. Il faut communiquer. Il ne faut pas, quand on est urgentiste, on a été des urgentistes. On sait qu'on porte une mission qui est lourde et qu'il faut savoir la partager avec les autres. Donc, quand on partage avec les autres ce poids qui est lourd, ça devient facile. Il faut échanger. Il ne faut pas avoir honte à appeler l'un des collègues, à lui décrire la situation, à lui envoyer les images, à lui dire voilà ce que j'ai réussi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que vous me conseillez, comment on peut le transporter.
n'y a pas de honte en ça. La honte, c'est que quand on fait une bêtise ou bien quand on reste dans l'autre coin sans échanger et sans demander secours à des collègues. Et il faut communiquer. Quand on communique, moi j'ai la conviction, quand on communique et quand on échange, que 90% de nos problèmes seront réglés. En tout cas, moi je suis disponible en tant que traumatologue et je sais que mes collègues aussi le sont. Donc, ils sont là. On n'est pas trop nombreux, donc il faut communiquer. D'accord. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Kamal. Il y a quelqu'un qui demande, il dit qu'il n'est pas sur le groupe WhatsApp, comment il peut avoir des fichiers PowerPoint. On va essayer de le disponibiliser sur le Facebook. Sinon, je vous rappelle que dans 2 semaines, on aura, Inch'Allah, notre webinaire. Donc, vous êtes toujours la bienvenue. On vous invite à participer, à partager l'information. Surtout, donc, voilà. Merci beaucoup, Dr. Kamal. Je pense que. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Allez. Ok, merci beaucoup.